Message du noyau central des patriotes Wazalendo à l'adresse du peuple congolais. À quelques jours après la commémoration de la date anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa première phase de son autodétermination en tant qu'un État libre et souverain, le noyau central des patriotes congolais Wazalendo et ou Mai Mai établit le fait que la République démocratique du Congo sombre de plus en plus dans une situation de non-État, et ce, sous l'œil complice du système des Nations Unies dans sa configuration actuelle. L'Organisation des Nations Unies est devenue un mécanisme du complot ourdi contre l'existence de la République démocratique du Congo en tant qu'un pays. Chers compatriotes, notre pays est au bord du gouffre. Il est soumis à un processus de sa disparition. Les piliers de son fondement sont sérieusement entamés car déstabilisés. Ils sont désarticulés dans leur nature comme socle de la fondation de l'État du peuple congolais. Primo, le territoire de la République démocratique du Congo. Ce territoire ne reflète plus sa configuration officielle. Certains de ces espaces sont administrés et exploités par les pays de son voisinage. Ainsi, l'Angola contrôle le territoire de Kayemba. Le Congo-Brazzaville s'est accaparé de l'île Toumi du fleuve Congo. Des groupes armés de la République centrafricaine contrôlent des bandes de terre congolaises qui longent la rivière Ubangi. Des éleveurs Mbororo du Sud-Soudan et bien armés sont établis au nord-ouest de l'ex-province orientale. L'Ouganda viole régulièrement le territoire de la République démocratique du Congo. Il en est arrivé à déplacer les bornes frontalières et à les ériger à l'intérieur du territoire congolais. De là découle le fait que le lac Albert soit devenu une partie intégrante des eaux intérieures de l'Ouganda, raison pour laquelle les embarcations de pêche de la République démocratique du Congo sont régulièrement arraisonnées et les membres de leurs équipages emprisonnés en Ouganda. Pire est que ce même pays, de commun accord avec le Kenya, a installé à partir du territoire congolais le pipeline destiné à charrier le pétrole pillé au Congo démocratique jusqu'au port de Mombasa. Le Rwanda, de son côté, a déplacé les bornes de ses limites frontalières avec la province du Nord Kivu. Entre-temps, le M23 AFC et l'armée rwandaise occupent des localités congolaises et y installent des populations rwandaises après avoir massacré les habitants. Segundo, le pouvoir d'État congolais. Ce pouvoir est animé par des personnalités congolaises et étrangères. La grande majorité de ces personnalités agissent ou travaillent pour le compte de l'Occident atlantique. Les Rwandais membres de la classe politique congolaise minent continuellement le bon fonctionnement des institutions de ce pays. Quant aux suppôts congolais, ils sont tenus à maintenir la République démocratique du Congo, leur pays, dans son statut de réservoir des matières premières destinées à l'industrie du complexe occidental. Par le fait même, ces suppôts travaillent pour la balkanisation de la nation congolaise, et ce pour des intérêts étrangers diamétralement opposés à ceux du peuple congolais. Tertio, le peuple congolais. Il est soumis à une vie aux conditions inhumaines les plus absurdes sur tous les plans sociaux, sécuritaires, économico-financiers, etc., etc. Dans tous ces domaines,
les paramètres sont au rouge. Le peuple congolais est essoufflé car animalisé et chosifié par les mécanismes de l'impérialisme, et ce, à l'instar de ce que tous les peuples africains ont enduré lors de la traite négrière qui a fait perdre au continent africain des dizaines de millions de victimes déportées. Est-il que le roi Léopold II, alors propriétaire de l'État indépendant du Congo, s'est inspiré du modèle de la gestion de la traite négrière dans la conduite des affaires de son État indépendant? Sa gestion calamiteuse a entraîné le génocide des milliers de Congolais pour des raisons économico-financières. Par analogie, ici est de retenir que la traite négrière orientale ou arabo-musulmane s'est étendue sur une période de 13 siècles pour un actif de 17 millions de déportés africains. De même, pour la traite négrière infra-africaine, 14 millions des Africains ont été déportés. Et pour la traite de l'Occident Atlantique, 12 millions de Noirs déportés pendant une période de 110 ans. Dès lors, un fait de criminalité internationale est tel que, pour seulement une période de 26 ans, un temps aussi minime par rapport au temps durant lesquels les traites négrières ci-dessus citées ont eu lieu, nous disons donc que pour ce temps minime qui débute en 1998 avec l'agression de la République démocratique du Congo par des pays aux populations à prédominance nilotique, jusqu'à ce jour, plus de 12 millions de Bantous congolais sont déjà massacrés. Et dire que le Rwanda, l'Ouganda et consorts, jour et nuit, ne cessent de poursuivre l'épuration de ces mêmes populations de la République démocratique du Congo sans retenue ni vergogne. Les massacres à grande échelle, ainsi pratiqués à l'encontre des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, sont constitutifs d'un génocide qui ne dit pas son nom. L'enfer de feu dans lequel gît le peuple congolais est entretenu et voulu par certains dirigeants des gouvernements et financiers de l'Occident Atlantique, lesquels gèrent et organisent l'agression politique et militaire de la République démocratique du Congo. Cette agression bicéphalisée s'attelle à la destruction de 3 piliers de la fondation de l'État congolais qui, à ce jour, sont dans une situation de déliquescence, avec comme corollaire pour ce pays la perte de son statut d'un État. Chers compatriotes, l'Organisation des Nations Unies a pour finalité le maintien de la paix et de la sécurité internationale. De cet objectif découle sa mission de contribuer à la restauration de la paix dans n'importe quelle partie du monde où celle-ci est perturbée. La République démocratique du Congo a souscrit à la Charte des Nations Unies. Cependant, dans la trame de la tragédie congolaise, cette Organisation des Nations Unies traite cette question comme un cas atypique. Des voix s'élèvent un peu partout pour dénoncer les violations massives des droits de l'homme en République démocratique du Congo, et ce par des pays agresseurs. Des écrits des forces vives de la nation congolaise et de certaines instances de la même communauté internationale
ne cesse à dénoncer l'agression barbare dont le peuple congolais est victime. Mais, hélas, toutes ces dénonciations ne sont que des lettres mortes dans l'opinion décisionnelle de l'ONU. Sur le champ de bataille, les contingents onusiens ont dérogé à leurs consignes de neutralité. Certains de ces contingents n'ont pas hésité à collaborer avec les pays agresseurs de la nation congolaise. Ceux qui sont restés fidèles aux orientations officielles ont été trahis par la chaîne de commandement des forces armées de la République démocratique du Congo, et certains de leurs militaires ont perdu la vie suite aux manœuvres de trahison. Tels ont été les cas pour les contingents tanzaniens, burundais et sud-africains. De la manière générale, la conduite des opérations des contingents de la MONUSCO s'est soldée en un échec cuisant, justifié par d'autres fonctions qu'elle remplissait. En effet, cette mission onusienne reste impliquée jusqu'à ce jour dans le travail de pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le principal rôle joué par la MONUSCO est l'évacuation de ces ressources du milieu de leur extraction et de leur acheminement auprès des agents membres et des filières des sociétés multinationales consommatrices de ces minéraux. Cette implication de la MONUSCO est coordonnée à partir des hautes instances des Nations Unies. Un tel constat amène des experts et des observateurs avertis à qualifier la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo d'une guerre dangereuse pour les minéraux. Des responsables de cette guerre figurent des personnalités impliquées dans le processus décisionnel du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels y représentent les intérêts de l'Occident atlantique. Ces personnalités travaillent pour la réussite du projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Par ricochet, un complot international étourdi pour l'implosion, la partition ou la réduction de la République démocratique du Congo. Conclusion. Chers compatriotes, d'une part, nos populations sont massacrées jour et nuit par des forces armées des pays agresseurs sans que les tenants du pouvoir congolais ne puissent s'en émouvoir. Chose regrettable est de constater que même l'Organisation des Nations Unies, par l'entremise de son Conseil de sécurité, vient d'approuver l'embargo d'achat d'armes par la République démocratique du Congo, mesure qui pourrait être revue en date du 1er juillet 2025. Autrement dit, les pays agresseurs de la République démocratique du Congo peuvent continuer à acheter les armes et autres équipements militaires en vue de paralyser l'œuvre de la balkanisation, en vue de parachever, disons-le, l'œuvre de la balkanisation et de l'épuration de nos populations, comme cela a été le cas pour les Amérindiens de l'Amérique et les aborigènes d'Australie. N'est-ce pas que ces populations ont été anéanties définitivement par les Occidentaux? Chers compatriotes, d'autre part, le territoire de la République démocratique du Congo n'est plus dans la forme de sa configuration officielle, car grignoté par des pays de son avoisinage. Ce constat amer reste un fait anodin au regard de l'acharnement dont font preuve les armées des pays agresseurs
dans la conquête des espaces du territoire de la nation congolaise en vue d'aboutir à la destruction totale de ce pays, et ce, selon les orientations édictées par les pays de l'Occident atlantique. Ce projet de la balkanisation s'opère avec la complicité du pouvoir d'État congolais. Pour faire échec à ce projet macabre, seul le peuple congolais, propriétaire du territoire de la République démocratique du Congo, est à même de neutraliser et les animateurs de son pouvoir d'État et les armées des pays agresseurs, quelle que soit la performance des moyens matériels et financiers mis à leur disposition par leurs mentors du complexe occidental. Pour le noyau central des patriotes Wazalendo, Maïmaï, Mimao ou